Je pense que ce qui a pu changer ces dernières années dans, on va dire, ces luttes antiracistes, qu'elles aient été variées et divisées depuis les années 30, je pense que c'est surtout les personnes qui en parlent. Je pense qu'il y a eu quand même une sorte d'assertion des personnes qui sont le plus concernées, qui ont pris la parole. C'est-à-dire qu'on ne parle plus pour elles, mais on parle soit avec elles, ou soit on les laisse parler directement. Donc on a mentionné tout à l'heure SOS Racisme. Dire « touche pas à mon pote », ça implique quand même que c'est une personne qui en protège une autre. Et la personne protégée n'a pas la parole. Et donc je pense qu'on a vraiment dépassé ce stade et que maintenant les personnes qui sont le plus touchées par ces phénomènes, par ce racisme, qui ne sont pas des questions de manque d'amour ou de sentiments, c'est vraiment une oppression, une exclusion, une marginalisation, et ces personnes-là sont en mesure ou insistent pour parler pour elles-mêmes et par elles-mêmes. Voilà. Bon, il y a Boutelja. Je vais déjà commencer par vous faire un aveu. Moi, je ne savais pas, par exemple, qu'il y avait une journée consacrée au racisme et à l'antisémitisme. Et je trouve que je suis une militante politique antiraciste et je ne suis pas au courant qu'il y a cette journée. Donc je pense que déjà, cette semaine. Donc en soi, c'est déjà révélateur d'un détachement, d'un clash des antiracismes qui, effectivement, on constate qui a évolué depuis les années 80. Il y a eu des mouvements dont le leadership était entre les mains des personnes issues d'immigration postcoloniale et qui sont sorties dans la rue pour dire, par exemple, qui ont posé des questions politiques directement liées au racisme d'État. Et là, je précise mon vocabulaire. Je parle de racisme d'État. Je ne parle pas de racisme intercommunautaire. Là, quand on fait de l'antiracisme politique, on s'attaque au racisme structurel. Et les jeunes qui sont sortis dans la rue dans les années 80 et qui ont marché dans le cadre de cette marche qu'on a appelée la marche pour l'égalité contre le racisme, c'est des gens qui posaient une question parfaitement politique. Elle a été instrumentalisée, elle a été détournée de son fondement pour être transformée par un antiracisme moral. Et me semble-t-il, ce que nous subissons aujourd'hui, c'est la faillite de cet antiracisme moral. Aujourd'hui, il y a une crise de leadership. En réalité, ce que tu dis, Maboula, c'est que on a sur le terrain des luttes des associations, des groupes qui subissent des racismes spécifiques. Je voudrais par exemple citer la BAN, la Brigade antinégrophobie. Je voudrais citer le CCIF qui lutte contre l'islamophobie. Je voudrais citer la Voix des Roms qui lutte contre la romophobie. À chaque fois, il s'agit de pointer du doigt un racisme d'État spécifique. Et ce que l'on constate sur le terrain, c'est qu'il y a d'un côté ceux qui subissent le racisme et qui se constituent dans des regroupements et qui luttent contre le racisme d'État, et il y a l'antiracisme officiel qui lui-même est clivé, parce qu'il n'y a pas un antiracisme homogène. Il y a la DICRA, il y a l'ALDH, le MRAP, il y a SOS Racisme. Elles-mêmes sont clivées. En fait, ce serait faux de penser qu'il y a un seul antiracisme. Ils sont clivés, à mon avis, par une ligne qui est que certains sont contre le pouvoir et d'autres sont plus consensuels vis-à-vis du pouvoir. Mais il y a quelque chose qui les unit, c'est une fausse définition du racisme. Et je reviens sur le fait que leur ligne directrice, leur définition du racisme, elle est morale. Et c'est ça, à mon avis, qui crée le dissensus entre ceux qui subissent le racisme et ceux qui sont, à nos yeux, des antiracistes moraux. Qu'est-ce que vous appelez le racisme d'État, Gloria Boutelja? C'est le racisme qui n'est pas. Sud. Non, c'est le racisme qui n'est. Alors d'abord, Frantz Fanon disait une société est raciste ou ne l'est pas. Alors, ce qui n'a pas changé, c'est que la France est une société, en tout cas, la France fait subir à une partie de la population, et en particulier celle issue de l'histoire postcoloniale, celle qui est aujourd'hui qui vit dans les quartiers, une relégation sociale qui est à la fois, donc effectivement, monsieur a raison, il y a la question de classe et il y a aussi la question de race. Et c'est la question et c'est le clivage de race est un clivage qui aujourd'hui n'est pas assumé, en tout cas ne veut pas être vu, au prétexte que la race n'existant pas, on ne peut pas attaquer, en tout cas on ne peut pas s'attaquer à un système qui n'existe, que la race n'existant pas, on ne peut pas la faire exister. Voilà. On crée du racisme en pointant du doigt l'existence des races sociales, en réalité, qui sont un produit de l'histoire et du pouvoir. Thomas Guénolé. Excusez-moi, je suis un peu ému. Je pense que ce qui a changé, c'est qu'il y a une partie de l'antiracisme, et ça me fait beaucoup de peine de dire ça, qui est devenue raciste. Je parle de vous, Madame Boutelja. Ah bon, ça commence.
Là, ceci est une photo où vous posez à côté d'un slogan où il y a marqué « sioniste au goulag ». Ça signifie, au sens strict, les Juifs favorables à l'existence d'Israël doivent être envoyés dans des camps de concentration. Par ailleurs, vous êtes raciste, madame. Dans votre livre, le tout récent, « Les Blancs, les Juifs et nous », je cite « La blanchité est une forteresse, tout blanc est bâtisseur de cette forteresse. Tout blanc, c'est une généralisation fondée sur la couleur de la peau. La généralisation fondée sur la couleur de la peau, surtout pour un propos négatif, c'est du racisme, madame. » D'ailleurs, en parlant des Blancs, toujours dans votre livre, vous expliquez, à une autre page 30 en l'occurrence, je ne vais pas citer toutes les pages, mais mes citations sont exactes. « Je n'ai jamais pu dire nous en vous incluant, vous parlez des Blancs, vous ne le méritez pas. » Par ailleurs, vous êtes misogyne. Vous expliquez dans votre livre que si une femme noire est violée par un noir, c'est compréhensible qu'elle ne porte pas plainte pour protéger la communauté noire. Vous distribuez des permis de violer. Témoignage cité dans votre livre d'une victime noire. Je n'ai jamais porté plainte parce que je voulais vous protéger. Votre commentaire. Les hommes doivent apprendre à nous respecter et comprendre notre sacrifice comme nous comprenons la nécessité de les protéger. Les femmes noires et les femmes arabes qui nous regardent apprécieront. Votre communautarisme, par ailleurs, il est explicitement raciste, me semble-t-il, puisque dans une interview le 26 avril 2015, vous avez dit « L'idéologie selon laquelle les couples mixtes, la rencontre entre deux cultures, c'est beau, c'est pourri. » Fin de citation. Donc les Noirs avec les Noirs, les Arabes avec les Arabes, les Blancs avec les Blancs. Je vous informe que d'un point de vue technique, pour suivre votre idée, il faudrait faire ce qu'on appelle des lois raciales. Et puis vous êtes homophobe. Dans votre livre, l'homme arabe qui fait son coming out homosexuel, c'est un acte de soumission à la domination blanche. Je cite, « Comme chacun sait, la Tarlouse n'est pas tout à fait un homme, ainsi l'arabe qui perd sa puissance virile n'est plus un homme. » Fin de citation. D'intervenir parce qu'il se trouve que je viens de lire le livre d'Horia Boutelja et que je pense que dans les citations que vous avez citées, il faudrait commencer par les définitions qui sont proposées par Horia Boutelja quand elle parle, que ce soit des indigènes, quand elle parle des femmes indigènes, quand elle parle des blancs. Voilà. Et je pense qu'il est important, par honnêteté intellectuelle, de parler de cette identité blanche qui est présentée de manière assez problématisée, et c'est-à-dire qu'on ne parle pas des individus blancs, on parle d'un système, d'une structure qu'on peut dater à l'ère moderne, qu'on peut dater à la période de l'entrée de l'Occident dans les Amériques, ce qui a mené à la colonisation du continent américain, la colonisation du continent africain plus tard, et qui a produit des identités qui nous empoisonnent jusqu'à aujourd'hui, qui sont ces identités blanches et noir. Voilà. Donc la race a été inventée à une période précise de l'histoire. Et quand Horia Boutelja, dans ce livre précis, je ne vais pas revenir sur les autres citations que vous avez faites parce que je ne les connais pas, mais quand elle parle des Blancs, il faut vraiment essayer d'avoir cette honnêteté intellectuelle de reconnaître ce qu'est un blanc. Et je pense que, étant vous-même universitaire ou chercheur, vous savez qu'il y a toute une littérature, tout un champ de recherche qui est dédié à la blanchité, ce qu'on appelle la blanchité. En anglais, ça sera les whiteness studies. On a la question de la blanchité, tout comme on a eu les gender studies, la fabrication du genre, la masculinité, la féminité. Voilà, donc je pense qu'il est important quand même de poser ces bases avant de pouvoir discuter de manière apaisée sur... je vous répondrai là-dessus, mais nous avons des points de convergence, madame. Je ne vais pas m'étendre parce que une partie des citations de M. Guénolé sont parfaitement vraies et je les assume. Simplement, effectivement, il va falloir lire le livre pour se faire une idée de la précision avec laquelle j'utilise un certain nombre de concepts. Effectivement, et je déplore que M. Guénolé n'ait pas saisi la complexité de mon propos. Parce que il est très direct. Il est direct, il est franc, il est sans ambiguïté, il dit les choses, je ne me cache pas derrière mon doigt. Il est hors de question aujourd'hui, au moment où effectivement nous sommes devant des enjeux politiques extrêmement graves, et là je parle des attentats de février, je parle des attentats de novembre, je pense que je suis à titre personnel interpellée par ce qui se passe, je pense que ça nous pose des problèmes politiques extrêmement graves et je ne vais pas vous laisser à ce point détériorer une parole qui, à mon sens, aujourd'hui est utile pour la compréhension de nos rapports et des guerres que cela peut impliquer si effectivement on ne réfléchit pas politiquement
à la manière dont le racisme structurel nous abîme les uns et les autres. Et c'est la raison pour laquelle je propose une sortie avec ce livre, et ça s'appelle « Pour une politique de l'amour révolutionnaire ». Et j'ai un peu de mal à comprendre, en tout cas vous allez essayer de me faire comprendre, comment se fait-il qu'une infâme raciste comme moi propose une sortie avec un moyen qui s'appelle l'amour révolutionnaire. J'aimerais bien que vous me l'expliquiez.